sont essentiellement des plateformes numériques qui s'appuient sur des algorithmes, qui s'appuient sur les faits. Et en ce sens, on pourrait se dire que les conseillers robots sont exempts de biais cognitifs, de biais économiques ou de biais émotifs qui peuvent affecter les conseillers physiques. Et ça, on en a parlé beaucoup dans les dernières années. Malgré ça, les conseillers robots ne sont pas exempts de tout problème. Ils soulèvent de nombreuses questions, notamment relativement à l'accès à l'information, à la transparence du processus d'investissement, notamment en lien avec la composition du portefeuille et la convenance des produits qui sont proposés aux personnes qui font appel à ce type de service. Ceci étant, on ne peut pas nier que le phénomène des conseillers robots, c'est un phénomène qui est en pleine croissance. Si en 2015, les actifs mondiaux qui étaient sous la gestion des conseillers robots étaient d'environ 30 milliards de dollars, on s'attend à ce qu'ils soient d'environ 500 milliards de dollars d'ici 2020. Au Canada, une étude datée de 2017 a indiqué que les actifs canadiens sous leur gestion étaient approximativement d'1 milliard de dollars et les conseillers robots sur le territoire canadien sont au nombre de 15. Et c'est un nombre qui croît très rapidement. On a vu d'ailleurs un nouveau conseiller robot apparaître pas plus tard que la semaine dernière. Et c'est un phénomène qui s'explique, qui est compréhensible à la lumière des besoins exprimés par les investisseurs, par le fait qu'ils ont besoin d'avoir recours aux marchés financiers pour planifier leur retraite. Et en ce sens, le maintien de leur confiance et leur protection est central au développement de cette technologie. C'est dans cette perspective que je vais aborder les choses avec vous cet après-midi, c'est-à-dire à la lumière des besoins de protection des investisseurs qui sont très importants pour permettre à la technologie de se développer et de maintenir cette importance. Et en parallèle avec les besoins qui sont exprimés par l'industrie pour leur permettre de développer la technologie qui offre tout de même des avantages importants pour les investisseurs. Je vous ai dit ce que ne sont pas les conseillers robots. Maintenant, je vais vous indiquer ce que sont les conseillers robots, histoire de partir sur des bases communes, avoir une définition qui va nous permettre d'aller un peu plus loin dans notre réflexion. Les conseillers robots sont essentiellement des plateformes numériques qui fournissent des services de planification financière automatisés avec peu de supervision humaine. Les conseillers robots offrent aux investisseurs individuels des services de gestion discrétionnaire d'un portefeuille par le biais d'une plateforme en ligne qui est guidée en partie par des algorithmes et certains choix logiques préétablis. Vous ne retrouvez à nulle part dans cette définition l'usage de l'intelligence artificielle. Donc, c'est la raison pour laquelle je commençais ma discussion en vous disant que les conseillers robots ne sont pas des robots. Ce type de technologie permet essentiellement d'automatiser l'établissement du profil du client, la répartition de ses actifs et le rééquilibrage du portefeuille d'investissement. Et ça permet finalement une accessibilité accrue à ce type de service qui est offert par le biais des téléphones intelligents, par le biais de sites interactifs mobiles. Et ça permet surtout de dépersonnaliser les services conseils qui sont proposés. Je vous ai indiqué que les conseillers robots n'utilisent pas l'intelligence artificielle
Ils n'ont par ailleurs aucune stratégie de portefeuille qui proposerait des modèles quantitatifs sophistiqués de prévision de marché, et ils vont offrir peu ou pas du tout de conseils aux investisseurs qui vont faire appel à leurs services. De par leur nature, les conseillers robots sont assujettis à la juridiction de l'Autorité des marchés financiers lorsqu'ils agissent sur le territoire québécois. Et l'Autorité des marchés financiers a choisi de maintenir l'approche traditionnelle, c'est-à-dire l'approche réglementaire applicable aux personnes physiques qui offrent le même type de services. Donc, on procède par analogie. Et donc, ce sont les mêmes obligations d'inscription et les mêmes règles qui s'appliquent en ce qui concerne leur interaction avec les investisseurs qui vont avoir recours à leurs services. Ça fait donc en sorte que les conseillers robots, tout comme les conseillers physiques, ont, oui, bien sûr, l'obligation de s'inscrire, mais également l'obligation de bien connaître leurs clients avant de leur proposer différents services d'investissement. Ils ont l'obligation de proposer des produits qui conviennent au profil de l'investisseur et l'obligation, bien entendu, de divulguer les différentes situations de conflit d'intérêts qui peuvent se produire dans le cours de la relation d'investissement. La question que ce choix qui a été fait par l'Autorité des marchés financiers pose, c'est celle de savoir si l'approche du wait and see qui est actuellement préconisée, c'est une approche qui est acceptable dans le contexte actuel, dans un contexte où finalement la relation d'investissement est dépersonnalisée et où les objectifs de rentabilité, oui, et de réduction des coûts modifient substantiellement les attentes des parties. J'ai dans le contexte de l'étude que je désirais mener l'été dernier, examiné 8 conseillers robots existants et j'ai analysé les différents contrats d'ouverture de compte. Et j'ai analysé ces contrats ainsi que les questionnaires en ligne en m'appuyant sur les différentes obligations qui s'imposent aux conseillers robots ainsi qu'aux conseillers physiques. Première obligation, celle qui oblige le conseiller à connaître son client. La façon dont ça se manifeste du côté des conseillers robots, c'est tout d'abord par l'obligation pour l'investisseur de remplir un questionnaire en ligne qui va viser à établir leur connaissance en matière d'investissement, leur tolérance au risque, leur objectif financier ainsi que leur situation financière. Dans un deuxième temps, afin de permettre aux conseillers robots de remplir leurs obligations réglementaires visant à connaître leurs clients, l'avis 31-342 indique que à la suite de la réception de ce questionnaire, il y a un représentant physique, donc une personne humaine, qui doit examiner cette information pour s'assurer qu'elle est représentative et qu'elle permet de déterminer quels sont les produits d'investissement qui conviennent au profil d'investisseur. Et à ce niveau, l'avis 31-342 établit que les conseillers robots peuvent avoir accès aux algorithmes pour déterminer dans quelles circonstances le représentant va devoir interroger le client pour lui faire part de certaines préoccupations et pour s'assurer que l'information recueillie est réellement représentative de la situation particulière de l'investisseur.
Donc, contrairement à ce qu'on pourrait croire en lien avec les conseillers robots, le modèle québécois, le modèle canadien applicable aux conseillers robots est un modèle qui est hybride. On va, oui, bien entendu, avoir recours à une plateforme en ligne pour gagner en efficience, pour gagner la confiance des investisseurs, pour faciliter cette première amorce. Mais une personne physique, un représentant physique va devoir intervenir pour s'assurer que les obligations réglementaires sont respectées. En comparaison, et c'est ce qui explique possiblement la confusion qui règne actuellement, aux États-Unis, il y a des modèles qui impliquent une intervention minimale ou une absence d'intervention de la part de personnes physiques, de représentants inscrits. Et donc, les plateformes en ligne sont beaucoup plus autonomes et complètes du côté de nos voisins états-uniens. En ce qui concerne les questionnaires en ligne, comme je vous l'ai dit, je me suis prêtée à l'exercice et j'ai rempli 8 questionnaires et je suis d'ailleurs harcelée depuis ce jour parce que j'ai indiqué que j'avais 150 000 $ à investir chez chacun des conseillers robots. Ce que j'ai pu observer, c'est qu'essentiellement, ce sont des questionnaires qui se ressemblent beaucoup, qui sont très ludiques et qui visent à attirer clairement une clientèle jeune. Et à la suite de ce processus, on a envie de cliquer et de leur indiquer quel est notre numéro de compte et de transférer les fonds pour commencer à jouer. Donc, questionnaire très simple, questionnaire qui se ressemble, questionnaire qui comporte un nombre limité de questions, entre 8 et 12 questions. Et ça pose problème. Ça me préoccupe beaucoup parce que si, par exemple, et c'est une question que l'on retrouve dans l'ensemble des questionnaires en ligne, celle de savoir quel est l'âge des investisseurs, dans l'éventualité où on propose 4 choix, c'est-à-dire moins de 25 ans, entre 25 et 45 ans, de 46 à 70 ans et plus de 70 ans, effectivement, ça nous donne une idée approximative de l'horizon probable de placement de l'investisseur. Ça nous permet de déterminer quelle est sa tolérance probable au risque, mais ce n'est certes pas suffisant pour formuler des recommandations qui vont correspondre réellement au profil de l'investisseur. Et c'est particulièrement problématique, ou c'est encore plus problématique compte tenu du fait que très peu de questionnaires vont s'interroger sur l'expérience des investisseurs et sur leur niveau de connaissance dans le domaine de l'investissement. Et on le sait de par les différentes études qui ont été menées dans les dernières années, il y a des problèmes de littératie financière importants qui affectent les investisseurs canadiens et les investisseurs à travers le monde. Et de ce fait, les investisseurs ont tendance à surévaluer leur capacité et leur tolérance au risque et à avoir une compréhension qui est beaucoup moindre que celle qu'on peut estimer de ce monde qui peut être très, très complexe. On peut comprendre par contre le fait que les questionnaires en ligne comportent peu de questions parce que, dans l'éventualité où il y a un nombre trop important de questions ou si le processus prend beaucoup trop de temps, il y a de fortes chances que l'investisseur quitte son écran pour aller arroser ses plantes ou pour faire autre chose. Alors que lorsqu'il est en présence d'un conseiller physique, il y a quelqu'un pour l'intéresser, pour le motiver à répondre, ce qui n'est pas le cas lorsqu'on est laissé à nous-mêmes devant notre ordinateur. Et ça, bien entendu, ça peut avoir de graves conséquences économiques pour l'investisseur. Et donc, l'enjeu est celui de savoir si le nombre de questions à
actuel qu'on retrouve dans les formulaires en ligne est suffisant pour permettre d'établir un profil représentatif de l'investisseur qui fait appel à ce type de service. Ensuite, en ce qui concerne l'obligation de convenance, il y a une obligation de proposer des produits qui conviennent au profil d'investisseur qui a été établi. Si en théorie, les conseillers robots peuvent répertorier des informations sur les différents produits financiers disponibles, sur leurs caractéristiques et leurs risques, et qu'ils sont à même de mettre en relation ces informations avec les informations qui ont été fournies par l'investisseur, la réalité, c'est que les conseillers robots peuvent proposer un nombre restreint de produits financiers qui sont souvent des produits qui sont offerts par des groupes affiliés. Par ailleurs, les conseillers robots vont proposer un nombre restreint de portefeuilles financiers et donc, dans ce contexte, ils vont se retrouver à proposer le portefeuille qui se rapproche le plus des besoins de l'investisseur qui va faire appel à ce type de service sans que nécessairement ce portefeuille corresponde totalement aux besoins financiers de l'investisseur. Autre élément très préoccupant selon moi, la question des frais. À l'heure actuelle, les conseillers robots, pour attirer les investisseurs, vont proposer des frais qui sont ridiculement bas. Parce qu'on est en développement d'une nouvelle technologie et c'est à savoir qui va attirer le plus d'actifs pour être à même de survivre dans un monde hautement compétitif. Le problème provient du fait qu'à l'heure actuelle, les investisseurs ont beaucoup de difficultés à comprendre les frais réels qu'ils vont payer en lien avec les services qui sont offerts. Le problème de compréhension des frais globaux des services offerts sont bien illustrés dans une des clauses qu'on retrouvait dans un contrat d'ouverture de compte, où on peut lire que la tarification liée à un compte, et j'ai enlevé l'information permettant d'identifier le conseiller robot, dépend de l'importance des actifs détenus dans votre compte. Vous devez maintenir un actif minimum de 5 000 et des frais trimestriels minimaux de 15 $ s'appliquent. Vous êtes exonéré des frais de service conseil trimestriels minimaux de 15 $ lorsque vous déposez au moins 250 $ dans votre compte au cours du trimestre civil. Jusqu'à maintenant, ça va bien, tout le monde suit encore. En cas d'exonération des frais minimaux, le barème des frais de service conseil progressif plus haut s'appliquera. Tous les FNB comportent des frais de gestion et d'autres frais exprimés par le ratio des frais de gestion, le RFG, qui s'ajoute aux frais de consultation annuelle. Le RFG des FNB détenu dans votre portefeuille devrait correspondre à une moyenne pondérée de 20 % à 35 % de la valeur de votre compte portefeuille futé. Nous pourrions aussi appliquer d'autres frais liés à la gestion courante de votre compte. Veuillez vous reporter au barème des frais qui se trouvent dans votre trousse de bienvenue. Si quelqu'un est à même de m'indiquer combien ça va me coûter si j'investis 6 000 $ chez ce conseiller robot, vous gagnez un prix, vous viendrez me voir à la fin de la journée. Donc, si les frais paraissent très bas, les différents frais liés aux services qui sont offerts ont tendance à faire monter la facture très rapidement. Or, l'incidence
que ça peut avoir sur l'investissement qui est fait par les investisseurs est mal comprise et ça pose problème parce que les investisseurs ne sont pas à l'heure actuelle à même de comparer les services qui leur sont offerts par les différentes plateformes en ligne. Par ailleurs, à l'heure actuelle, il n'y a qu'un seul conseiller robot sur l'ensemble de la planète qui est rentable et qui fait ses frais. Et les conseillers robots ne sont pas assujettis aux mêmes organismes de réglementation que les conseillers physiques. Ce que ça implique, c'est qu'ils n'ont pas la même couverture en cas de faillite. Donc, les gens investissent en utilisant ce type de service qui est sympathique, qui est facile d'accès, sauf que ces fonds, si le conseiller robot fait faillite, sont perdus et ne peuvent pas être réclamés d'aucun fonds de couverture qui sont offerts et qui couvrent les pertes d'un conseiller physique. C'est particulièrement préoccupant. Particulièrement préoccupant également en lien avec la divulgation des conflits d'intérêts. S'il n'est pas interdit de se retrouver en situation de conflit d'intérêts, l'existence de tels conflits doit être clairement divulguée afin de permettre aux investisseurs de prendre une décision éclairée. Or, à l'heure actuelle, ce n'est pas toujours facile de comprendre les enjeux réels, se cachant derrière différentes clauses qui peuvent être très longues, très détaillées. Par exemple, dans un des contrats d'ouverture de compte que j'ai eu la chance d'analyser, un contrat de 96 pages, parenthèse, on se préoccupe de la capacité des investisseurs de répondre à plus de 12 questions pour ne pas perdre leur intérêt, mais on va leur donner des contrats d'ouverture de compte de 96 pages pour les lier en lien avec les services. C'est préoccupant, fin de la parenthèse. Dans ce contrat, il y avait une clause de divulgation des conflits d'intérêts où on divulguait les situations qui pouvaient être problématiques en lien avec des émetteurs liés ou rattachés, ainsi qu'avec d'autres membres du groupe. Et cette liste faisait essentiellement 2 pages en petits caractères et bon, si ça n'avait à être lu qu'une fois au moment de l'ouverture de compte, ce serait agréable. Sauf que cette liste, et c'était indiqué en petits caractères dans le bas de la liste, est mise à jour de manière ponctuelle par le conseiller robot et il revient aux investisseurs d'aller vérifier que les différents investissements qui sont proposés ne posent pas de problème en lien avec la liste de conflits d'intérêts. Donc, le fardeau de faire le suivi est placé sur le dos des investisseurs. En ce qui concerne maintenant les investissements qui sont proposés, bon, je vous ai dit qu'il y avait un nombre limité d'investissements qui étaient proposés. Je vous ai parlé également du fait que le nombre de portefeuilles est également limité. Donc, pour un conseiller robot, si on a 3 portefeuilles à offrir, ben ces 3 portefeuilles vont être attribués selon certains standards, certains critères, et c'est loin d'être certain que ces portefeuilles correspondent réellement aux besoins et aux objectifs d'investissement de l'investisseur. Plus bas est le nombre de portefeuilles offerts, moins ces portefeuilles risquent de convenir réellement aux besoins des investisseurs. Plus, à l'inverse, plus le nombre de portefeuilles offerts est élevé,
plus il y a de chances pour que ça convienne réellement aux besoins qui sont exprimés par les investisseurs. Or, à l'heure actuelle, sur le site des conseillers robots, il n'y a pas d'informations en ce qui concerne le nombre de portefeuilles offerts. Et ça, bien que ça ait un impact important sur le choix d'investissement des investisseurs, ben, c'est de l'information qui est absente. En ce qui concerne maintenant la gestion du compte du client, autre situation qui me semble problématique, les investisseurs ont un profil qui va évoluer au fil du temps et les informations qui ont été données au moment de l'ouverture de compte vont devoir être mises à jour pour qu'elles reflètent la situation personnelle de l'investisseur. Tout ça dans l'idée d'offrir des produits qui conviennent réellement aux besoins de l'investisseur. Si la législation actuelle indique clairement que l'on s'attend à ce que les conseillers physiques mettent à jour cette information au minimum une fois par année, dans le cas des contrats d'ouverture de compte des conseillers robots, on semble s'attendre à une participation active des clients à ce sujet. Et on va tout simplement indiquer quelque part dans la convention de 96 pages que le client est encouragé à fournir des renseignements complets et exacts sur sa situation et ses objectifs financiers et qu'il doit informer rapidement de tout changement dans les renseignements relatifs à leur compte ou à leur situation. Or, en sachant qu'il y a des problèmes de littératie financière importants, en sachant que les investisseurs comprennent plus ou moins la nature des informations qu'ils donnent lorsqu'ils remplissent le questionnaire, il est peu probable qu'une année après l'ouverture de compte, le client réalise qu'un changement important est survenu dans sa vie et que c'est susceptible d'avoir une importance majeure sur le choix des investissements qui lui sont proposés. Très peu d'investisseurs vont se dire « Oh mon Dieu, je viens de divorcer, il faudrait que j'avise mon conseiller robot parce que ça a un impact important sur mon portefeuille de placement. » Et il me reste une minute, combien de temps? Oui. Par ailleurs, autre situation particulière, et je termine sous peu, les portefeuilles, jusqu'à maintenant, ont été gérés dans un contexte où les marchés sont haussiers, où on n'a pas connu de crise financière depuis l'arrivée des conseillers robots. Et si, à l'heure actuelle, il y a cette possibilité de rééquilibrer les comptes, s'il y a une baisse importante de la valeur des actifs sous gestion, il n'y a aucune pratique uniforme qui existe entre les différents conseillers robots. Certains conseillers robots vont promettre de rééquilibrer le portefeuille une fois par année. D'autres vont indiquer qu'ils vont rééquilibrer le compte jusqu'à 12 fois par année. D'autres qui vont indiquer qu'un rééquilibrage sera fait sur une base régulière selon les besoins. Donc, ça pose un problème à la lumière de différentes études qui ont été menées et qui indiquent que les investisseurs sont assujettis à différents biais cognitifs qui font en sorte que lorsqu'il y a des variations de leur compte, surtout à la baisse, qu'ils vont avoir tendance à paniquer, à retirer leur billet, alors que le meilleur choix, c'est de laisser l'argent dans le compte pour profiter de la hausse qui va suivre.
Dans le cas où les investisseurs sont contrôlés, entre guillemets, sont épaulés par une personne physique, le conseiller va être à même de faire un appel et de leur indiquer de patienter parce que c'est le meilleur choix. Dans le cas d'un conseiller robot, l'investisseur risque de concrétiser ses pertes et de subir des dommages économiques importants. Donc, à ce sujet, il risque d'y avoir une réflexion nécessaire de la part de l'autorité des marchés dans un avenir futur parce que nécessairement, on se dirige malheureusement vers une nouvelle crise, une nouvelle baisse des marchés. En conclusion, on peut se demander si je crois à l'avenir des conseillers robots. La réponse, c'est certainement. Malgré tout ce que je viens de vous dire, les conseillers robots proposent des avantages certains. Ils facilitent l'accès à l'investissement pour les petits investisseurs particulièrement. Et dans l'avenir, il va falloir voir ce que les conseillers robots peuvent apporter aux conseillers physiques. Particulièrement dans le cas de comptes de petite taille, parce que je crois sincèrement que c'est à cet endroit-là, pour les petits investisseurs, pour des sommes modestes, que les conseillers robots risquent d'être utiles. Sur ce, je vous remercie.